Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, j'ai avec moi l'âme de Wisepass, donc CEO de Wisepass. Et dans cette vidéo, on va parler de lancer sa startup au Vietnam, de faire le product market fit, donc tester le business model, le modèle économique, et ensuite de scaler dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc merci l'âme d'avoir accepté cette interview en français. On en discutait il y a quelques instants. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené comme ça à lancer ta startup au Vietnam? Bien sûr, c'est un plaisir de m'inviter aujourd'hui. Donc, mon parcours, je suis un ancien de Google. J'ai travaillé au Vietnam chez Nyomo, c'est un truc qui ressemblait à Groupon à l'époque. Et ensuite Tiki, qui est un e-retailer donc du e-commerce en fait, traditionnel comme Amazon, et, comme directeur marketing. Donc, franchement, c'est que du marketing sur les 15 dernières années. C'est mon background, c'est comme ça que j'ai démarré, c'est comme ça que je suis toujours là en train de faire du marketing encore aujourd'hui. Et en fait, toutes ces années d'expérience de marketing en ligne m'ont amené en fait à me poser plusieurs questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Donc, en fait, après avoir fait Tiki, je me suis posé la grosse question de dire bon, tout le monde fait la logistique, à envoyer des colis, des paquets, des choses comme ça. Ou il y a eu Grab aussi, bien sûr, avec Uber. Donc c'est toujours encore de la logistique, de déplacer des gens au lieu d'autres choses, ou du food delivery. Mais donc j'ai fait mes recherches donc, il y a 6 ans et je me suis dit, bon, bah, ça, il y a quoi. Et la première chose que j'ai découverte, c'est très simple, c'est que aux États-Unis, les ventes retail sont en 2014 de 8%. Donc je me suis dit, bah, c'est quoi les 92% qui restent? Ah, c'est du offline. Mais qu'est-ce qu'on fait en offline aujourd'hui? En fait, il n'y avait pas grand-chose. Donc j'ai commencé à creuser dedans et je me suis dit, mais comment font les gens pour des magasins pour générer du trafic et pouvoir le mesurer, pouvoir envoyer un message en ligne et pouvoir mesurer l'impact. Donc c'est le début de ma thèse il y a 6 ans, et c'est du online-offline et comment en fait générer quelque chose, un investissement marketing, publicitaire, etc. en ligne et pouvoir le tracer jusqu'au magasin. Donc ça c'est la genèse de Wisepass et c'est ce qui m'a amené en fait, à démarrer cette aventure en octobre 2014. J'ai vendu mon appartement au Vietnam et je l'ai financé comme ça. Ok, donc c'est parti de là. On reviendra un peu plus en détail après, parce que j'ai quelques questions sur justement ce mot-clé digital transformation. Aujourd'hui, c'est un buzzword, tout le monde en parle, donc justement, je voulais savoir, mais on y reviendra dans une petite minute. J'ai interviewé il y a quelques mois Philippe Anne de la startup Homebase, et l'un des principaux avantages qu'il m'avait mis, c'était au Vietnam, c'est facile de créer une boîte. On peut en tant qu'étranger bénéficier de 100% des capitaux, être principal investisseur. Et ensuite, on a cette économie de 7% par an avec cette population de 100 millions d'habitants. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients à entreprendre au Vietnam et à avoir de ton côté fait justement ce produit market fit au Vietnam? Le premier avantage principal qu'il faut vraiment reconnaître tout de suite, c'est que le coût de la vie est beaucoup moins cher par rapport à la France, à Hong Kong ou à Singapour par exemple. Donc avec le peu de capital que j'ai démarré avec 70 000 dollars d'investissement. Ça a permis de tenir, ça a permis de tester plein de choses, donc pour atteindre ce fameux product market fit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'arriver à dépasser ces étapes. Ça, c'est le premier, le principal avantage que j'ai. Il y a des développeurs au Vietnam qui sont excellents et qui ne coûtent pas aussi cher que la Silicon Valley, par exemple. Donc, quand j'entends les salaires des ingénieurs de Google, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais me permettre, mais au Vietnam, c'est possible. Donc, il y a des gens excellents qui savent développer dans toutes les langages possibles. L'inconvénient, c'est très bien, c'est pas cher, mais le marché vietnamien aussi est encore peu mature. Je parle des investisseurs, mais je parle des consommateurs, je parle des infrastructures. Donc c'est très intéressant, ça coûte moins cher, mais en même temps pour tester ce produit, pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir faire en sorte que l'application fonctionne correctement sans aucun souci. Ça c'est un autre, c'est l'envers du décor, c'est très bien, mais il y a aussi ça. Donc on ne peut pas tout dire, Vietnam c'est génial, il faut se lancer tout de suite. Il y a aussi des inconvénients. Oui, on ne peut pas directement copier-coller un modèle qui marche en Occident et directement se dire ça va absolument marcher au Vietnam. Il y aura forcément
des choses à tester, peut-être tout est un petit peu son positionnement. Quelles a été justement les choses comme ça qui te viennent en tête, ou c'est pas justement du copier-coller de l'étranger? Donc, il y a eu Foodpanda, qui est une grosse boîte qui fait la livraison de Bourget et qui en fait s'est lancé en 2013, 2012 même je pense. Et ça vient de requêtes internet, ils ont fait un modèle de copier-coller justement. Et en fait ça ne marchait pas parce que par rapport aux investissements qu'ils ont accepté de faire et par rapport aux résultats escomptés, il n'y avait pas ça allait pas. Donc pour le Vietnam, ça ne correspondait pas à leurs critères et ils ont dû tout simplement fermer la boîte. Si je devais prendre un autre exemple, c'est WeFit. C'est un copier-coller de ClassPass et c'est un modèle américain qui a démarré, qui a pris du temps, qui a dû pivoter plusieurs fois pour enfin faire une expansion mondiale. WeFit c'est pareil. Le problème c'est que pour pouvoir faire pareil, ça demande, et juste au Vietnam seulement, ça demande énormément de fonds. On a plus des investisseurs derrière pour pouvoir tenir sur le temps. Et il n'y a pas forcément de ces investisseurs-là qui sont prêts au Vietnam à tenir sur le temps avec autant de capitaux. Parce qu'il y a un énorme concurrent sur le monde qui est en train de déployer sur l'Asie du Sud-Est. Deuxième problème, donc on ne peut pas copier-coller un modèle parce qu'on a vu quelque chose aux États-Unis et faire pareil, parce qu'en général maintenant les Américains viennent en Asie du Sud-Est. Ils gagnent, ils perdent. Uber sont venus, ils ont perdu. Bon, ça peut arriver aussi. Mais quand on a des milliards de dollars d'investissement étrangers et il y a un concurrent qui vient, c'est un peu compliqué. Si on peut revenir maintenant à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté digital transformation. Donc l'application WisePass, nous quand on la connaît, les anciens on va dire de Saigon, c'était une application qui permettait, moyennant un abonnement, de se rendre dans n'importe quel endroit branché au Vietnam et de pouvoir bénéficier d'un repas, d'une bière. Enfin voilà, c'est vraiment l'application lifestyle de référence. Et donc ça, c'était déjà il y a quelques années. Donc ce buzzword digital transformation, c'est déjà, comme tu disais, quelque chose que tu avais anticipé. Mais d'un autre côté, tu es aussi application où tu vas parler aux marques et tu vas leur dire je suis capable de vous amener une certaine typologie d'audience, de clients, peut-être segmenter les clients. Est-ce que tu peux justement revenir sur ces deux positionnements de WisePass, d'un point de vue consommateur et d'un point de vue aussi marque? On va structurer en quelques parties quand même. Alors, la jeunesse, c'était vraiment comment générer du trafic dans un magasin. Et là, ça, c'est vraiment l'aspect purement technique sur l'aspect, bon, on envoie un message publicitaire, les gens viennent et en fait, ça, c'est la première phase où c'est l'introduction. Après, il faut mettre les acteurs derrière, de qui on parle et comment ça va fonctionner de A à Z. C'est vraiment le design, l'ingénierie derrière. Donc, le premier acteur principal, c'est la marque. La marque, par exemple, on a travaillé avec Pernod Ricard, on a travaillé avec LVMH, on a travaillé avec plein de marques comme ça. Et eux, ils ont des marques d'alcool. Donc Absolut, Chivas, Ballantine's et j'en passe. Donc ce sont des marques de whisky, gin, rhum, vodka, champagne, etc. Et ces marques sont en fait distribuées et consommées dans des établissements. Donc en général, il y a les restaurants, les bars, les boîtes de nuit. Voilà. Et ils sont vendus dans d'autres canaux de distribution comme les supermarchés. WisePass se concentre principalement sur le HoReCa, hôtel, restaurant, café, pour les plateformes. Et donc, c'est là que les marques investissent pour faire leur marketing, leur activité leur brand building, d'activité pour construire la marque. Et donc, après cette première partie de ma thèse en disant comment faire pour générer du trafic, du magasin, tout ça, c'est comment en fait pour créer une marque. Donc, je suis parti parler à Pernod Ricard, Unilever, Coca. C'est eux qui m'ont expliqué, il y a une période de brand awareness, donc la notoriété, brand engagement pour faire en sorte d'engager l'audience. Ensuite, il y a la promotion, ensuite, il y a la période de fidélisation. Donc, il y a 4 grosses étapes. Donc, cet acteur-là, cette actrice-là, la marque, va devoir tant performer ses activités de brand building pour leurs nouveaux produits, pour leurs des nouvelles sous-marques. Voilà. Donc, Chivas, ils ont des 12, 18, 25 et ils ont des multis et j'en passe. Donc, le brand manager va devoir à chaque fois faire ça. Maintenant, la grosse question, c'est où est-ce que tu vas mettre l'argent ou les produits pour pouvoir générer cette activité? Comment tu la mesures en ligne, mais aussi
dans ces HoReCa, donc ces établissements, et derrière, pouvoir reporter et prendre des décisions derrière pour améliorer ton efficience. Donc, autrement dit, comment tu démarres, ton plan, etc. WisePass permet en fait aux marques de construire cette base de données de consommateurs de whisky, ou de gin, ou de rhum, ou de vodka, etc. Comment on qualifie? C'est très simple. On en parlera ensuite. Le deuxième acteur, ce sont les abonnés de WisePass qui vont s'inscrire sur l'application. Ces abonnés vont s'abonner à partir de $10 qui permet de bénéficier soit de produits, de services ou d'accéder à des événements sponsorisés par les marques. Et lorsqu'un abonné va aller récupérer un gin tonic dans un bar, il va devoir scanner un QR code. C'est l'information qu'on va collecter et dire cet email a consommé du gin tonic. Donc c'est un consommateur de gin tonic. Et ça, si le consommateur se trouve à Ho Chi Minh, ou ce consommateur se trouve à Hanoï, ou à Bangkok, ou à Manille, etc. Donc maintenant la marque dispose d'un outil qui permet de savoir combien de consommateurs de gin ils ont dans ces bases de données WisePass, mais dans quelle ville et dans quel pays. Et ensuite, cette marque va pouvoir bénéficier d'un outil très important, c'est de pouvoir reconnecter avec ses consommateurs gratuitement via un push, via un email, en postant en fait tout simplement sur WisePass de nouvelles informations. Ce sont les outils que l'on apporte aux marques qui leur permettent tout simplement de faire cette fameuse transformation digitale. C'est là qu'on en vient. Dernièrement, la partie, c'est ce qu'on appelle les établissements physiques. Les marques veulent être représentées. C'est possible. Donc c'est vraiment plutôt des marques plus premium qui cherchent à avoir des événements de qualité et qui sponsorisent donc leurs produits, qui vont mettre à disposition leur staff et tout simplement expliquer de quoi il s'agit. Donc ça, ce sont les trois bases, ou les atomes, si tu veux, qui permettent de créer l'univers de WisePass. Et derrière, après, tu vas trouver beaucoup plus de marques, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus d'établissements et plus intéressant dans notre écosystème. WisePass, tu avais pitché au Shark Tank Oui. C'est ça. 2018. Justement, vous avez levé des fonds. Ces fonds ont été utilisés pour notamment scaler en Asie du Sud-Est, ça a ouvert Bangkok, ça a ouvert l'Indonésie. Manille, ouais. Quels sont les plans justement à horizon 2021, cette année 2021-2022? Et aussi, est-ce que tu peux peut-être revenir sur 2020, quelles ont été les choses que vous avez, comment en fait vous avez affronté le Covid, puisque forcément les marques ont, j'imagine, un budget marketing qui descend, il y a moins de personnes qui vont dans l'extérieur quand même. Donc comment vous avez fait pour vous adapter et comment tout ça participe on va dire, à la direction 2021-2022? Alors, je vais faire 2020, 2021 et 2022. Ouais. En 2020, c'est très simple. Pendant la période à partir de mars, vraiment, on a vu tout le monde s'arrêter. Au Vietnam, ça s'est arrêté, mais pas autant que dans d'autres parties du monde. Donc ça, c'est la première chose. Comment on a fait? On a réussi en fait à lever de l'argent en mars. Donc franchement, c'est un coup du destin et pour être honnête, j'ai commencé à me dire comment je vais pouvoir gérer une pandémie et tout ça à la fin. C'était compliqué. Mais de façon miraculeuse, je me suis retrouvé à recevoir beaucoup de cash. Et derrière, gérer une pandémie. Mais c'était beaucoup moins stressant pour moi parce que je me suis retrouvé à ne pas avoir de coûts fixes énormes. Je ne me suis pas retrouvé à avoir des situations où j'étais déjà à avoir un burn extrêmement élevé comme une autre société. Donc pour 2020, financièrement, en termes de cash, de façon très surprenante pour nous, ça s'est bien passé. Sur le plan business et l'activité, ça s'est très mal passé. Parce qu'en fait, quand les sociétés ferment, les bars, les restos, les hôtels n'ont pas fermé, mais les hôtels ont extrêmement souffert. C'est compliqué parce qu'en fait, les gens ne veulent pas sortir, ne peuvent pas sortir. Les marques n'investissent plus. Et donc, tu te retrouves en fait à devoir attendre. Donc, c'est une période où j'ai été moi-même bloqué en France et où j'ai dû passer du temps. Et j'en ai profité pour passer du temps avec mes parents, mon frère, mes neveux, mes nièces. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2020 jusqu'à septembre 2020, où j'ai
eu l'autorisation de rentrer au Vietnam. Après des mois d'incertitude, puisque je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Que je peux rentrer, je peux pas rentrer. Si je dois rentrer, comment je fais? C'était pas simple. Je suis rentré. Et j'ai commencé à redémarrer Westpass en novembre 2020. Et là, ça fait 3 mois d'activité. Et on est en janvier 2021. Là, je me retrouve tout simplement à devoir redémarrer la phase avec les marques, les abonnés, les établissements. Et donc, je prends le temps de voir ces 3-4 derniers mois qui est encore en activité, puisqu'en fait, nous avons travaillé beaucoup d'établissements qui n'ont pas forcément tous survécu. Donc, il y a un long travail de modification dans la base de données, de précision, pour que ce soit vraiment fiable derrière quand on a ces informations-là pour les donner à nos abonnés, pour tout simplement donner les bonnes informations pour que ces abonnés puissent aller profiter des offres, des marques, des produits, des services et des événements. Donc là, on est en mode où on a commencé à recruter et faire l'acquisition de marques. Et on était à 2 marques. On a démarré en novembre 2020 avec une marque de whisky et une marque de cidre. On a monté à 4 en décembre. Puis là, on est à plus de 10. Les marques maintenant face au Covid sont en politique de préservation de cash. Donc on fait des budgets en termes de paid media. Fondu, mais pas à zéro, mais qui dépense un petit peu. Et ce qui est plus facile, c'est de pouvoir recevoir des sponsorships produits ou services. Du coup, en fait, je me retrouve à avoir un modèle qui fit bien pour les marques, puisque ils ne peuvent pas dépenser d'argent. Donc, ils ont énormément de produits disponibles pour pouvoir faire du marketing. Par exemple, là, je vois aussi que les hôtels sont pas l'argent. Et pour faire du marketing, toutes les chambres sont vides. Donc, ils peuvent allouer 1, 2, 3 chambres, par exemple, pour pouvoir donner accès aux abonnés Westpass pour pouvoir permettre ça. Comme il n'y a qu'un cap de 3 chambres de night room qui existe, on va dépenser plus que ça. Et la seule chose qu'ils ont dépensé, c'est la femme de ménage qui va manger et remettre des petites bouteilles de coca, d'eau. Et donc justement 2021-2022, en termes aussi de scaling des différents pays d'ADUC, comme tu ne peux pas voyager aujourd'hui, entre guillemets maintenant on est au Vietnam et c'est compliqué de voyager, si on veut sortir il y a la quarantaine, il y a les histoires de business visa, c'est trop compliqué. Est-ce que dans les autres pays c'est un petit peu on va dire en stand-by ou est-ce que tu as des gens là-bas qui quand même font un peu la même chose que tu fais toi et essaient de dupliquer les actions que tu fais là-bas? Alors par exemple la semaine prochaine j'ai un call à faire avec quelqu'un en Thaïlande. La grosse question que j'ai, on a fait une analyse de contraintes, de comprendre qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on peut vraiment d'abord faire ce qu'on appelle les scénarios. Et la seule chose qu'on fait, c'est en 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, donc par quarter, par trimestre. On regarde qu'est-ce qui pourrait se passer. Par exemple, je me suis totalement planté en trimestre 4 de 2020. Je n'ai même pas cru à l'arrivée d'un vaccin. C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Sauf qu'on fait une analyse des pires scénarios, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Donc, on a le pire des cas et parfois il y a des bonnes choses qui se passent, donc c'est bien aussi. Et à partir de ces scénarios, on planifie l'année, on planifie les trimestres et on se donne des objectifs pour pouvoir augmenter, d'avoir plus de marques, d'avoir plus d'abonnés et d'avoir plus d'établissements physiques sur lesquels on fait des partenariats pour faire des événements. Et on leur a signé des sponsorships produits, de mettre 500 bouteilles ou 1000 bouteilles pour l'année. C'est structuré, standardisé et voilà comment on fait ça. Donc pour la Thaïlande et pour les Philippines, nous on a fait une analyse de contrainte, on n'a aucun contrôle sur ces facteurs et on est en stand-by pendant 1 an. Si on peut voyager et que toute l'Asie sera vaccinée et qu'il y a levé des restrictions, c'est très bien. Et pour l'instant, on va se concentrer sur un objectif pour 2021 pour Westpass, c'est la profitabilité. C'est le cash flow, il faut qu'il soit positif. Donc on a l'objectif d'atteindre ces résultats en 2021. Donc si c'est d'ici décembre, on atteint cet objectif, c'est très bien. Si ce sera en octobre ou en mai, très bien, c'est pas grave, on ne fera que augmenter les profits mensuels, etc.
Et donc justement maintenant si on peut revenir un petit peu sur ces dernières années où il y a eu plein de choses qui se sont passées, levée de fonds, quel est le conseil que tu donnerais à toi-même, donc aux lames de 8 ans, tout au début quand tu as lancé What's les choses à garder en tête pour justement passer ces épreuves ou arriver à mieux les gérer. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce lame d'il y a 8 ans? Disons que c'est facile à dire aujourd'hui parce que j'ai l'expérience et je sais pourquoi. Mais en même temps, ce lame, il y a 6 ans, il n'a jamais pu comprendre puisqu'il est dans une autre optique. Mais le premier conseil que j'ai tout de suite, toujours bien gérer ses finances, regarder les coûts, regarder combien il y a de cash, quasiment jour au jour. Savoir ce qui reste et ce qui permet de pouvoir éviter des situations déplaisantes et pouvoir toujours payer ses employés, pouvoir payer ses fournisseurs et que tout se passe bien. En même temps, je dirais, toutes les startups ont ces problèmes de cash, ils cherchent tous à lever, ils ont tout le temps des problèmes ou des retards de paiement. Donc, ce que j'ai vécu, c'est plutôt classique. Et pourtant, chaque fois, on retrouve tout le temps des boîtes c'est le même problème. La gestion financière est fondamentale pour pouvoir éviter des problèmes qui peuvent amener à notre perte. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, je dirais que je suis dans le train de 2014, même 2016, de ne pas trop recruter. Donc j'ai beaucoup trop recruté à des coûts trop élevés mensuels pour certains employés. Et donc c'était une prise de risque élevée de ma part, avec un engagement contractuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends beaucoup moins de risques à recruter, même si l'argent, justement, je prends beaucoup moins de risques. Un entrepreneur de reprendre d'ailleurs. Mais parce que je maîtrise sur le plan financier. Et aussi sur le plan des ressources humaines, quand on commence à augmenter ce qu'on appelle le headcount, le nombre d'employés dans la société, il y a ce qu'on appelle la dissolution de la culture d'entreprise. On est soudé au départ. Dès qu'on commence à lever de l'argent, qu'on rencontre le succès, on n'arrive toujours pas à mourir. Les gens dans la société se sentent parfois un peu imbus d'eux-mêmes en disant moi, voilà, on est sur la start-up. Gardez cette humilité et dire qu'on n'en est pas là. Attendez jusqu'à la fin de votre vie pour être sûr. Et travaillez, concentrez-vous, gardez une bonne santé et faites en sorte de rester toujours sur vos gardes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Dernier conseil à l'âme, ne jamais travailler après jusqu'à 6 heures du soir parce que ça sert à rien. Mais en même temps, l'âme de ces années-là, il a énormément travaillé jusqu'à 2 heures du matin tous les soirs. J'exagère quasiment. Et ça a permis aussi de rencontrer énormément de gens. Mais ça a eu un impact énorme et massif sur ma santé, mentale mais physique. Donc ce que je fais maintenant, c'est très simple aujourd'hui. Donc je nage 3-4 fois par semaine. Je bois quasiment pas. Et donc ça me permet de rester très calme, de rester concentré sur les objectifs de la vie. Il y en a 40. Voilà, 10 000. Et ça simplifie tout en termes de gestion. Pas trop d'employés, pas trop de dépenses, une profitabilité, ça apporte une certaine tranquillité d'esprit. Donc voilà, c'est le concept que j'apporte à moi-même, mais aussi à tout le monde qui chercherait à se savoir. Ok, merci Lame pour ces conseils. J'espère que voilà, vous peut-être tirerez quelques petits enseignements de l'âme aussi au travers de ces péripéties en fait, parce que de toute façon l'aventure entrepreneuriale c'est jamais tout beau, tout bien, donc il y a toujours des hauts et des bas, et voilà, essayer quand même dans ces moments un peu tendus de s'accrocher, et puis voilà, en espérant quand même que l'avenir nous sourit, et puis quand même se rappeler qu'on est dans des économies qui bougent pas mal, qui bougent très vite, donc il faut aussi, comme tu disais, savoir être flexible, se remettre en cause, accepter ses erreurs, et aussi voilà, se dire là peut-être il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau business modèle à prendre, pour justement voilà, essayer de persister. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Oui. Ok, merci Lame à nouveau pour ces conseils et puis à très bientôt dans une nouvelle interview. Au revoir. Au revoir. C'est bien.